Café numérique de Liège. Merci. Alors, Café numérique, c'est d'abord une mission, celle de promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies au plus grand nombre. Donc, on a démarré il y a maintenant un peu plus de 15 ans. On rassemble tous les premiers lundis du mois, ou quasiment tous les premiers lundis du mois, environ 200 personnes ici à la Grand Poste, dans un lieu historique, pour aborder une thématique liée à l'intelligence artificielle, mais plus globalement les nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, on va parler d'IA, on va parler de confiance, on va parler de legal, de droit, avec nos deux intervenants. Avant ça, je tenais à remercier les personnes qui ont donné pour le café numérique, donc qui ont fait un petit don au café numérique, puisque je vous le rappelle, pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui n'étaient pas présents, que Café Numérique est aujourd'hui en train de chercher à lever un petit peu d'argent pour continuer à organiser des cafés numériques. Café Numérique Liège, c'est une ASBL qui est soutenue par des bénévoles et quelques partenaires. Maintenant, pour pouvoir boucler le budget et pour pouvoir continuer à absorber les coûts qu'engendre l'organisation des cafés numériques, eh bien, on cherche à la fois des partenaires, mais aussi du soutien financier. Donc, merci à tous ceux qui ont laissé un don. Alors, ça ne suffit pas pour me racheter une voiture, hein, donc on va encore. J'ai besoin que vous mettiez un peu plus. Je plaisante, mais voilà. Pour vous donner une idée, un café numérique nous coûte à peu près en moyenne 700 €. Tout compris. Voilà, donc on a besoin de partenaires, de sponsors pour pouvoir absorber tout ça. Alors, café numérique d'aujourd'hui, on va parler IA, on va parler légal, je l'ai dit, de droit, avec deux intervenants. On aura Florian Ernotte, qui est avocat associé chez Avroy Avocat. Il est également cofondateur de Crossview, donc il est dans la crypto-monnaie. Et il est également intervenant enseignant à HEC Liège. Et nous aurons également Jeffrey Kernan qui interviendra en anglais et qui est lui partenaire de Human IQ. Il accompagne les entreprises sur des questions de droit, de données et d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment le cœur même de la thématique d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des interventions relativement courtes, mais à la suite desquelles il y aura des questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, ne les oubliez pas. Peut-être même notez-les pendant l'intervention. Comme ça, vous pourrez les poser à la fin à nos intervenants. Après ces deux interventions, on terminera par des live tweets. Alors, qu'est-ce que les live tweets? Twitter n'existe plus. Mais les live tweets au Café Numérique existent toujours. C'est juste le principe de venir ici, on vous donne le micro et vous pouvez annoncer à l'audience ici présente, en fait, ce que vous voulez. La promotion de votre entreprise, de votre projet, le fait que vous cherchez à engager des profils, le fait que vous cherchez éventuellement aussi des opportunités, vraiment tout ce que vous voulez, même les demandes en mariage. Je regarde si ça... Oui, ok. Donc, n'hésitez vraiment pas à intervenir ici. On fera juste une petite file pour que ça s'enchaîne très rapidement. Le but, c'est que les live tweets ce soit courts. Donc, vous avez 30 secondes maximum. Ok. Eh bien, ensuite, après les live tweets, on aura évidemment le networking. Networking qui se déroulera juste à côté, à la brasserie. De quoi rencontrer de nouvelles personnes, étendre son réseau et aller, pourquoi pas, chercher des opportunités. Il me reste à remercier nos partenaires. On en a plusieurs. On en a deux. C'est une entreprise en pleine croissance ici à Liège qui développe des applications mobiles, des sites internet, des applications web, des applications technologiques, notamment avec de l'IA. Ils sont pas loin, ils sont à 400 mètres d'ici. On les remercie chaleureusement de nous soutenir depuis quelques saisons maintenant. On remercie aussi Ecodimension en la personne de Jean-François qui s'occupe de la technique. Alors, vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il est caché par le gradin latéral. Merci également à la Grand Poste de nous recevoir toujours ici avec des chouettes conditions, avec voilà,
tout l'écosystème qui va avec. Pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait la Grand Poste, il y a évidemment le coworking, il y a le rooftop en été, il y a l'UNIF qui est juste à côté, le food court, la brasserie, des salles de réunion à gauche et à droite, et des événements qui s'organisent régulièrement. Donc merci à eux pour leur soutien, leur accueil, et enfin merci à mon entreprise Marketing Makers aussi d'accorder du temps pour le bénévolat, c'est-à-dire l'organisation de ces différents cafés numériques, Marketing Makers, qui organisent des formations sur l'IA générative, que ce soit pour des comités de direction, des départements marketing, des départements RH, et bien plus. Ça, c'est la dernière vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube. On vient de recevoir des nouvelles vidéos qu'on va publier pour ceux qui n'étaient pas présents au dernier Café Numérique. Elles seront présentes sur la chaîne YouTube. Voilà. L'équipe du Café Numérique, on a Mélissa, créatrice de contenu, Samuel, consultant web, Sébastien, qui est dans l'accélération de start-up, et moi-même, je l'ai dit, formateur IA. N'hésitez pas à venir nous trouver, hein. Mélissa, Sébastien et Sam sont juste là, vous les avez sans doute croisés à l'entrée. Si vous avez des questions, des propositions, voilà, on ne mord pas, n'hésitez pas à venir nous trouver. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, je le rappelle, on cherche à lever de l'argent pour pouvoir continuer à organiser des cafés numériques. Et si vous entendez, si vous connaissez des partenaires qui pourraient sponsoriser, des entreprises qui pourraient sponsoriser le café numérique, n'hésitez pas non plus à venir nous en parler, c'est le bon moment. Voilà, j'arrête de parler, il me reste plus qu'à faire le switch avec Jeffrey. Welcome everyone. A couple of weeks ago, Sebastian asked me to do a session about the AI Act, privacy, and everything related to the digital law, the AI Act, and the ethical use of AI. So here we go. My name is Joffrey. I'm a managing partner and founder of Humanic. Humanic is the name coming from Human IQ. You probably also heard about the Alan Turing test when you can replace human IQ by AI. We definitely can speak about AI. That's the reasoning behind our name, Humanic. I have a Master of Laws, studied at Maastricht University, and I also did an executive master in law and AI at the University of Liège here, together with the Brussels Study Center. I'm a guest lecturer and also lecturer at the Hogeschool PXL. I don't know how you pronounce this in English, Hogeschool PXL, but it's like almost same thing as the university. And I'm specialized in EU data and digital laws. Today, I will talk about the AI Act as a foundation for responsible innovation. And I will start with quite a famous quote of Thierry Breton. And he's stating that we are regulating, with Europe of course, we are regulating as little as possible, but as much as needed. And I also want to prove this because there are a lot of things that people are saying about regulations, that it stifles innovation. But this is a question, keep this in mind for, let's say, middle of the presentation. Do EU regulations stifle innovation or do they actually promote it? Most of the people right now will think probably that EU regulations are stifling innovation. But I hope I can counterattack this during the presentation. The EU AI Act is part of the digital strategy of the EU. So in Europe, we want to promote digital sovereignty, innovation, and competitiveness, and also within the European core values. And there, the EU AI Act plays a very important, let's say, a crucial component in. We all know probably already the AI Act, but as you can see here on the slide deck, there are a lot of other regulations, directives, which are having an overlap with the EU AI Act, like GDPR, Data Act, Data Governance Act, Cyber Resilience Act. So you see there are a lot of EU regulation directives which are having an overlap and are quite important related to the EU AI Act. A first question from my side, who know what AI is? Who can explain me what AI means or is? And you can do this in French if you want, by the way. Can someone help me? What is AI? No one? No? It's also difficult to explain what AI is, but the AI Act tried to explain this. So you can read this together with me, the definition. An AI system is in Article 3 of the AI Act. An AI system means a machine-based system that is designed to operate with varying levels
of autonomy, and that may exhibit adaptiveness after deployment, and that for explicit or implicit objectives infers from the input it receives, to generate outputs. Can everyone still follow? Is everyone reading with me? I think this definition, it was just a statement, it's very difficult. We still don't get what AI is from this definition. However, the AI Act tried. So I broke this up a little bit. So in my opinion, our definition of AI is a software program. An AI system is a software program that can predict, recommend, or decide things more or less autonomously by learning from data. A next discussion in AI landscape is the difference between an AI algorithm and an AI system. For me, the biggest difference there is an AI system is a software program that can predict. The algorithms are, let's say, the building blocks of an AI system. And AI is just, not just, but it is a complex set of algorithms. So if you will have a discussion in the near future about AI, try to differentiate between the AI system and an algorithm. This is the purpose of the AI Act. So safe and functional AI, it will harmonize the EU market, and it is a product safety law, which protects fundamental rights. It's a big difference with GDPR. GDPR is also compliance regulation, but this is really a product safety law, and I will try to show you during the presentation what the difference is here. Who of you already heard, by the way, about the AI Act? Who knows what it is more or less? Not more? Okay. Then I will not go too deep into details there. However, what's very important for everyone to know that you have different roles within the AI Act. So you have mainly the provider and the deployer, with the provider who's having a lot of obligations in the AI Act. The provider is, for example, an OpenAI who develops an AI systems and releases this into the market, in the European market, under their own brand. And you have the deployer, and the deployer is really deploying the AI system and determine the usage of such an AI system. And then we have the natural people, natural persons who are affected by AI. These are the affected persons. And you have three different roles: importer, representative, and distributor, who have also a role in the AI Act, but I will leave this where it is right now. What's very important to know, as a provider, you have a lot of obligations in the AI Act. However, as a deployer, so if you're just using, for example, a Copilot, an OpenAI, or another AI system within your organization, you also can become a provider. And that's very important to know, because you have a lot of obligations in the AI Act. And if you use your own name or your own trademark on the system, you really change the intended purpose, or you really make a substantial modification into the AI system as an organization. Then you can become a provider. That's an exception in the AI Act. It's a risk-based approach, the AI Act. So you have already prohibited AI that's banned since February this year. You can't use prohibited AI, and in the next slides I will show you what prohibited AI looks like in the world of the AI Act. We have high-risk AI, we have AI with transparency obligations, we have AI literacy obligations within the AI Act, and then you have the general purpose AI model obligations within the AI Act. These are the prohibited AI systems. So for example, social scoring systems, in-target scraping of facial images. For example, does anyone know Clearview? Clearview AI that has been used in New York and USA. Okay, they're doing this, for example, though they're doing in-target scraping of facial images on a public space, in a public space. Emotion recognition at school could be example for a couple of you, or at work is also forbidden within the EU AI Act. So prohibited AI risk systems. Now we're going to the high-risk AI systems. These are AI systems that you can have within your organizations, but you have a lot of obligations within the AI Act. And there you have two annexes, Annex 1, Annex 3. Annex 1 is already partly, let's say, regulated already within EU law, and then we're talking about toys, machinery, elevators. If we look at Annex 3, and if we look at the people who are here, I think education, employment, biometrics, so CV screening, performance management, admission to school, if they're using AI for these purposes, this is high risk. And then they need to be careful, and then they need to adhere to a lot of obligations within the AI Act. Emotion recognition, categorization, identification also. So keep this in mind. If someone is using AI, you can always ask what's the purpose
of using this AI system, and then you can see, you can find the list in the AI Act whether or not this is high risk or forbidden. You also see police, migration, court and democracy. It's more, let's say, in the public space as we see this right now. There's an exception. In each law and each regulation, there are a lot of exceptions. So one of the exceptions here is if you use AI, if it's high risk for a limited procedural task, a preliminary task, reviewing your own outcome, or detecting patterns, then it's not high risk. Only with profiling, it will be always high risk. I know it's very complex, a lot of exceptions, but I try to explain this in a very brief way, let's say. These are all the high-risk obligations that a company needs to adhere to, be compliant with within the AI Act if you are a provider and the AI system is high risk. So you have risk management, data governance, technical documentation, record keeping, transparency, human oversight, accuracy, and quality management. I don't want to bother everyone with this part, but these are the obligations that you know. If you deploy such high-risk AI systems within your organizations, you need to be compliant with Article 26 and with these, let's say, requirements, like following the instructions, human oversight, be careful with the input of the data within the AI system, and you need to report the errors. Provider and deployers also have transparency obligations. The most important thing here is if you interact with a human person or with a human, you need to be transparent about what the AI system is doing and how the AI system is working. Another part within the obligations is Article 4. It's AI literacy. Does someone know what AI literacy is? What we mean by this? No one. So the organizations who are using AI, they must train all their employees. It's mandatory about how to use AI correctly and in a safe way. This is mandatory since February 25. So the main goal is here that everyone in your organization really knows what AI is, what the risks are, how it can harm people, what the impact is, what are relevant rules, and how you need to decide about AI output. So that's mandatory for all the organizations when you're using even a ChatGPT or a Copilot within your organization. There are other fines. So we are talking about legislation, you need to be compliant, but if you look at the fines, we start at 35 million or 7% of the global turnover, whichever amount is the highest. So that are big amount, is a big amount of money, big amount of turnover. This is only for if you violate the prohibited AI practices, as we see in the list. Non-compliancy with the high-risk requirements can be 50 million or up to 3% of the global turnover. And then we have, if you provide incorrect or incomplete information, you have 7.5 million and 1% of the global annual turnover. So these fines are quite severe and quite high, let's say. So I think a lot of organizations, depending on the authority, of course, will be careful with this part. This is the timeline. So as we see, we are now somewhere here. It's applicable since 2024. AI literacy is mandatory. You need to have a ban on the prohibited AI systems. The general purpose AI regulations are there. We also in Belgium needed to already have a governance structure, but that's still ongoing. And August 26, you will see that the other provisions will be applicable. Who is already working here? Are you already affected by EU regulations? People here in the building? Some people? In which way? In the music industry. Okay. Because there's like somebody I know, the dashboard, they are like replacing the dashboard by just a chat. Mm-hmm. You don't have any dashboard anymore. Yeah. So yeah, you have just to chat to have some data from your streams or anything like this. Okay, interesting. And do you know, for example, which other EU laws or regulations are adaptable to that case in a sense? Or are they aware of it? No. Okay. Interesting. Who thinks that the AI Act could stifle or will stifle innovation or will block innovation within Europe? You can raise your hands if you think that the regulation will stifle innovation.
And that's normal if you raise your hand right now because a lot of organizations and people are saying this. So, okay. Okay, normally it's the other way around. Normally a lot of companies are, how do you say that, think that the AI Act or regulation will stifle innovation, will block innovation. My thing now, right now, is I want to prove that the AI Act can be an innovation catalyst, not only regulation, but also support innovation within the organization. So the classic argument, and Florian, you also probably know, the classic argument is that regulation of EU is really stifling innovation. That's the common feedback, critics that a lot of organizations in the EU are having on the European Commission at the moment. But what we see in Europe, compared with USA, compared with China, in Belgium and in Europe, we have a better worker and consumer protection. It also means that it could have an impact, let's say, on the labor ethics. So if you're better protected, you can be more à l'aise, like we probably say here. With work, we have stricter bankruptcy laws. We have a more fragmented digital market. If you look at even Belgium to France, the language barrier that we're having here, USA isn't having such a language barrier as we know this here in Europe. We have a non-tech focused immigration policies, also very different with China and with the USA. And the investment climate here in Europe is completely different. If you look at the USA, I think if they're funding like 1 million, here in Belgium it's in all the newspapers, if 1 million in USA, you will not hear about this in the USA. So we are also more risk averse in Europe if we compare this with USA. So it's really completely a different approach. It's not only regulations that stifles innovation, but also I think the culture and the way of thinking that we have in Europe. And that's also why regulation is a conscious choice for a certain type of society. We in Europe, we really want to protect fundamental rights. That is a choice that we have made within Europe. And I think that's also a value we are living by. Another question. Who went on holiday this summer or this year? Okay, more people. Who took the airplane? Okay, so that's also my next part here. Would you say, let's stop regulating airplanes if it would stifle innovation? And that is a little bit the same approach that we should have with the AI Act, with GDPR. Imagine in the AI Act there can be a lot of errors, biases in a certain AI system, which could be really, really awful in the future. The same thing with an airplane. An airplane is regulated, and there are a lot of rules about airplanes. The same way they want or we want to let's say, regulate AI systems. There's also an AI innovation iceberg. We have Chapter 6 as an internal launchpad of AI. What you will see, and then without the AI Act, this will be the case, there will be a lot of back and forth between different teams, so we will have a lack of quality, lack of risk management, will have a lot of historical data, bad management, bad data management, bad product. I don't know if you heard about the garbage in, garbage out thing about data, but if you feed an AI system, if you have garbage data in a system, it really will enforce the garbage, and that will be the output of an AI system. So if data is already biased, you will put it in an AI system, the AI system will probably enforce the bias from a product. So it's very important which data is going in an AI system. For consumers, it's exactly the same way, so will have enough guidance of which tool to trust. The market gets flooded and with bad products, and low trust will also means lower user uptake with AI systems will be very bad for economics and et cetera, et cetera. These are the articles, if you are a provider of a high-risk system, where you need to be compliant with. And risk management, what does it mean? You probably don't know this exactly. I have tried to translate this in a more human way. So risk management is know what to do if something happens. Data governance, it's a thing with garbage in, garbage out, fundamentals for a good product. Technical documentation is keep everyone informed. So you need to write technical documentation about an AI system. It's just keeping everyone informed how an AI system is used. Record keeping is the automatic historical data. Transparency, make sure AI is understood and used in a proper way, in a good way, let's say. Human oversight, keep people in control to reduce risk, to something that will be very, very important and crucial in the near future, that we still keep human in the loop, but that's another discussion.
Article 15, accuracy, robustness, and cybersecurity, build the tool correctly, and quality management is really a seal of approval for a well-managed product, let's say. Chapter 6 is also having measures about AI Act to support innovation. We look at AI regulatory sandboxes where organizations can test their AI system without breaching or non-compliancy possible fines. We have real-world testing, and we will support, the AI Act will support SMEs and startups within the AI Act. It's mandatory for countries to support their SMEs and startups, by the way, to improve on AI. So the way I see the EU AI Act is really as a launchpad for a rocket. So if you have your AI governance framework in place, you will again and again and again, it's more easy to implement AI systems, to use AI systems, and you will develop better products. I have my takeaways here. The AI Act is a product safety law, so it's really a law which will protect the market from bad products. Companies are protected from legal uncertainties, and consumers are protected from harm and bad products. AI compliance is a shared burden. We saw the EU value chain in one of the first slides. It's a shared burden. Every role has different obligations within the AI Act, so be aware of this one. If you're using high-risk AI systems and your provider, you have the most obligations there, and the vast majority of systems only have the AI literacy and transparency obligation. Learn AI literacy or fall behind. That's something you already probably know. The world will become more and more data-driven. I think AI literacy is one of the best forms of risk management, and knowing how AI works is definitely step one within an organization, but also as a student. If you know how AI works, you know also what the risks are, and you know how to use this in a proper way. The AI Act makes best practices mandatory, so there's no easy mode for software and high risk. Procurement will be easier, and if you follow the EU AI Act obligation requirements, I think you really can accelerate innovation. That was it regarding the AI Act from my side. Are there certain questions right now about the AI Act, about AI in general, about use cases, about clients that we have? I have one. I'm trying to... Just oh, sorry. Thank you very much. First of all, it was really clear. It's a really complicated topic, but really clear, well explained. Thank you for that. I just had a question that crossed my mind. ChatGPT. How compliant is ChatGPT? Do you think ChatGPT is in Europe? I mean, or Belgium? Yeah, that's a good question, of course. And the first thing that you need to do then is we have OpenAI as a company, they are the provider. And then you have companies who are starting using ChatGPT within the organization. And then it really depends for which process are you using ChatGPT. For example, if you will use it for CV screening, then this will be high risk. And then you need to be compliant with a lot of high risk obligations in the AI Act. So you need to define a role, and then you need to define actually your own role and your own requirements within the organization. How compliant ChatGPT and OpenAI itself is, that's a different question. Yeah, that was actually my question. It also depends on the market, because in the USA, they will be probably very compliant. In the EU, they will probably have some gaps here, but that's the obligation then of the deployer to mitigate those risks and to mitigate those gaps in compliance, let's say. So there's no straight, clear, black or white, yes or no answer to being compliant. It also depends on the process and the people who are deploying it as such. Because usually we know the strategy of those US companies going to Europe. They're going so fast that the laws are really, they are too late. It's already... What a good example is here, for example, and now I'm going back. You see the requirements and the obligations from, let's see here, regarding general purpose AI requirements in the beginning, the first creation, the first draft of the AI Act. They were not talking about general purpose AI models. It's regulated afterwards when they were writing the AI Act. So they're trying to bring the laws up to speed, but of course it's very difficult. You see the same thing with the AI liability directive, for example. If there are some errors in a product,
It's very difficult to prove right now. So they wanted to create a new AI liability directive, but there's also a little bit on hold. So it's trying to be up to speed, getting up to speed with the EU, but it's always very difficult, of course. Yeah, so let's say that OpenAI scraped a lot of information on the web, and part of that information maybe came from Belgian companies. It's up to a third party to prove that, or is it to OpenAI to prove that they didn't scrape information in Belgium? It depends on if there will be a case. If there will be the first case, will clear out a lot of those things. But it depends really on if there will be a case, if there will be a complaint, and then there will be a case as such as right now in Belgium and Europe. Yeah, you can't just scrape information from the internet with the P or K of behind a newspaper, for example, a newspaper website, like OpenAI did in the US. But in Belgium, there's more an IP, intellectual property thing. Right. It's really different, the approach of the USA and Europe regarding intellectual property. It has to do with the AI Act, but more with IP law and patent rights and stuff than with the AI Act itself. Okay, thank you very much for that. Makes sense. Thank you everyone for listening, by the way. Thank you. Juste pour être sûr, il n'y avait pas de questions entre-temps, hein, parce qu'on a... Non? Ah si, il y a quand même une question ici. Le micro arrive. I heard a lot about compatibility between the US Cloud Act and the European AI Act. What do you mean about this? About mainly the data that are stored on European servers, but that are used by American softwares using AI? Yeah, it's a difficult question. They're also it's not difficult, but the thing right now is you have, for example, AWS and you have Azure, the main important two clouds that everyone in Belgium, for example, are mainly using at the moment. Microsoft Azure, they try to have the data now, the clouds really in Europe, but that doesn't make a difference because also the USA, with the Cloud Act, with the Visa law, with the executive order of Trump, they still can have access if the orange man in USA wants to, he can have access to the data, and that's the difficulty right now. That's the only thing that we can do right now in Belgium. We are very, would you say this, we can't work without an Azure and AWS as we speak right now. There's not really a good other source, another cloud that we have in Europe. There are clouds upcoming, but not really with the same sophisticated technical system behind it, let's say. But the only thing that we can do right now in Europe is to let's say, cover everything with agreements and stuff. So, but yeah, it's a difficult discussion. We see a lot of companies also in the Flemish government, federal government in Belgium, going to sovereign AI, to going again to a private cloud. Yeah, I think the law of the AI Act can be, it's a combination of GDPR, AI Act and stuff. So it's a big discussion right now, and a lot of organizations are also doubting, especially the public organization, to go to a private cloud, hybrid cloud. But it's a big discussion, especially for the personal data that can be gathered from outside the Europe and especially USA. So yeah. Top. Welcome. Merci. On va passer à Florian. Le setup est déjà fait. Je trouve que la première partie est chouette et amène bien le second sujet. Personnellement, c'est vrai que je suis un des premiers à me plaindre de toutes les régulations, les règles qu'on impose dans le digital aux entreprises, notamment pour tout ce qui est IA. Mais c'est vrai que quand on regarde l'IA, ce qui va peut-être créer la différence à plus long terme, c'est notre éthique et notre esprit critique. Et c'est vrai que si ces contraintes aujourd'hui peuvent paraître une vraie problématique à court terme pour l'innovation, j'ai l'impression que ça nous muscle aussi pour le long terme. Voilà, on verra bien. En tout cas, en attendant, on a Florian qui est là. On peut l'accueillir. Merci. Merci pour l'invitation et la transition qui est assez pertinente, alors que je n'ai pas partagé mes slides, et donc on est en plein dedans. Éthique et conformité au-delà de la hype, donc c'est volontairement provocateur. Je suis avocat, mais je ne veux pas vous parler de droit aujourd'hui. Et donc on va essayer de réfléchir
à comment on peut réfléchir à la technologie. Et l'idée, c'est de vous balancer, entre guillemets, des trucs comme ça, pour que demain, quand vous ayez envie de réfléchir, vous ayez 2-3 pistes de réflexion. Donc, premier objectif de mon intervention, c'est d'interroger vos croyances. On en a sur l'IA, sur le data, sur le cloud, tout ça. On va essayer un petit peu de bousculer ces croyances-là. Modestement élargir votre vision. Alors là, c'est un objectif assez difficile à tenir en 30 minutes, mais je vais essayer. Et objectif final, c'est penser ou repenser notre utilisation des technologies au travers de différents éléments que je vais vous partager. Donc, grosso modo, c'est de vous inspirer de manière bienveillante et sans aucune prétention. J'espère que je vais remplir le défi. Alors, on va donc réfléchir à la technologie. C'est un truc qui m'anime à côté de ma profession d'avocat depuis quelques temps. J'ai commencé par écrire un livre sur le droit des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui se passe juridiquement dans l'univers des réseaux sociaux? Et j'ai essayé de balayer toute une série de situations qu'on pouvait rencontrer au travers des réseaux sociaux. C'est un livre qui est sorti en 2020 ou 2021. Je l'ai écrit pendant le Covid, il est sorti un an après. Et un fil rouge, la liberté d'expression, qui a aujourd'hui une actualité toujours aussi assez importante. Et puis, toujours dans la hype, pour faire le clin d'œil avec l'image que vous avez vue en début d'intro, j'ai écrit un livre sur les cryptos et les cryptoactifs et la blockchain. De nouveau, envisager tous les aspects de la blockchain et des cryptoactifs avec des lunettes de juriste. Et là, j'ai découvert la notion de propriété privée, liberté fondamentale, etc., etc. Donc, ça m'a aussi beaucoup nourri dans ces réflexions. Et puis là, dernièrement, des réflexions que j'ai partagées dans un ouvrage collectif sur l'état de droit et la notion de liberté d'expression dans le numérique au regard de l'état de droit. Et donc, vous avez de la censure algorithmique, du shadow ban, etc., etc. Et donc, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes aussi à examiner d'un point de vue juridique, mais qui ont un effet aussi sur notre société. Et c'est là où j'aimerais bien vous emmener. Un itinéraire en 4 temps. Le premier point qu'on va aborder, c'est, on parle d'IA de confiance, mais donc du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle d'abord? C'est qu'il y a un problème, point d'interrogation. Un point sur la neutralité technologique qui est un peu le corps de mon raisonnement aujourd'hui et de ma réflexion. Une question que vous devriez peut-être vous poser, vous vous êtes posé, c'est dans quelle société on veut évoluer avec donc cette technologie. Et quelques pistes pour naviguer dans la suite de cette intervention qui, j'espère, vous permettra d'avancer dans ce raisonnement qui, pour moi, me passionne. Alors, une IA de confiance. Pourquoi une IA de confiance? Je pense qu'il faut être juste un tout petit peu déconnecté de la réalité, ou plutôt de reprendre du recul. C'est que si on parle d'une IA de confiance, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des IA qui ne sont pas de confiance. Et donc, implicitement, on reconnaît le problème, ou on reconnaît l'existence de certains problèmes. Alors, techniquement, qu'est-ce qui peut se passer dans ces problèmes-là? Un algorithme, vous savez, sa qualité dépend en réalité de la manière dont on va poser la question. Et donc, en fonction de la question qu'on pose, si elle est bien posée et bien paramétrée ensuite, l'algorithme, il sera peut-être bon, sinon pas bon, pour le dire simplement. Et ces éléments-là, dans la réflexion qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire qu'on va prendre l'analogique, le réel, qu'on va essayer de transposer dans le numérique. Google est un moteur de recherche incroyable et, vous le savez, il y a un algorithme qui va catégoriser les résultats de recherche. Cacher un cadavre sur Google, vous allez le mettre à la 3e page, donc c'est-à-dire qu'en réalité, vous prenez les 5 premières recherches. C'est une modélisation de l'algorithme de Google qui va déterminer ce qui est le plus pertinent, selon eux, et donc pour vous. C'est OK, c'est une manière de faire. Le problème, c'est la naturalisation. C'est un phénomène qui tend à vous rendre aveugle de cette modélisation, et donc une vision qui est celle de Google va devenir la vision, celle du monde que vous pensez qui existe. Et donc là, évidemment, sur les technologies, c'est important parce que quand vous prenez un livre, il y a le nom de l'auteur, le titre, et vous savez ce que vous lisez. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, les filtres algorithmiques que vous connaissez, les effets de bulle, les chambres d'écho, etc., c'est invisibilisé et parfois même naturalisé, c'est-à-dire qu'en réalité, on a une perception que ce n'est que la réalité et il n'y a rien d'autre. Et donc, c'est important de placer ces concepts
pour comprendre la technologie, et notamment avec l'IA, puisque modélisation, on est en plein dedans, naturalisation, on a vu malheureusement les catastrophes aux États-Unis notamment, avec des jeunes qui avaient parlé avec une IA, je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe, et malheureusement il y a eu des décès, etc., etc. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, premier auteur que je vais mobiliser aujourd'hui, Anna Lambert, française philosophe, qui fait une réflexion intéressante à la suite de l'apparition d'un livre qu'elle vient d'écrire, qui dit en réalité, il y a de confiance, il y a un lien avec ça, c'est on ne fait pas d'études de marché ou d'études, quelles qu'elles soient, avant la mise sur le marché d'un produit technologique. À l'inverse, dans l'industrie pharmaceutique ou aéronautique, vous avez des processus qui sont incroyablement longs, coûteux et tout ce que vous voulez, avant de mettre sur le marché un produit. Et d'ailleurs, Geoffrey vous l'a expliqué tout à l'heure, dans l'IA Act, vous avez une partie de l'IA qui va réglementer certains types d'activités qui sont d'ailleurs expressément liés à ces secteurs réglementés, aéronautiques, etc., etc. Pour la tech, il n'y a pas d'études, rien. On met et on verra. Et on verra. ChatGPT, 1 million d'utilisateurs en 5 jours, la plus grande percée technologique qu'on a pu constater. Aujourd'hui, c'est 800 millions de personnes par semaine qui utilisent ChatGPT. Et on ne s'est pas posé la question de ce que ce truc allait nous faire sur notre société. 800 millions de personnes par semaine. Je pense qu'on aurait peut-être pu se poser quelques questions. Alors, on en revient à l'éthique, et je cite Juan Sébastien Carbonell, qui est un post-doctorant de l'Université de Liège, Cocorico, qui a écrit un livre qui est publié en septembre 2025, qui nous dit « L'éthique est un pur instrument au service du développement de l'IA. La régulation et l'IA éthique ne questionnent donc pas l'usage de l'IA en tant que tel. On peut dire qu'elles sont surtout, donc l'IA et l'éthique, la régulation et l'éthique, ont surtout pour but de rendre l'IA acceptable en la présentant comme responsable. Tiens. J'en reste là ici. Pour cet aspect-là, on passe à la neutralité technologique. La question qu'on peut se poser, c'est de se dire est-ce que la technologie est neutre, oui ou non? Et avant de réfléchir à tout ça, j'étais dans ceux qui disaient ben non, ça dépend de l'usage. Regarde le marteau, c'est trop bien, je peux construire une maison, mais je peux casser la tête de mon voisin. Donc en fait, la technologie et ou la technique de manière générale dépend de l'usage. Sur le marteau, on peut discuter. Oui, c'est vrai que ça dépend de l'usage. Sur la technologie, est-ce qu'on peut avoir le même discours? Alors, il y a des gens qui ont réfléchi à ça, et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement technocritique, qui a donc critiqué la technique et la technologie, puisque la technique est un grand ensemble dans lequel on met la technologie. Et par abus de langage, j'utilise les deux mots, mais donc vous comprenez de quoi je parle. On critique la technique et la technologie depuis les Grecs barbus à l'époque d'avant tout ce que vous savez. Donc ça a toujours existé. Un mouvement qui a été un petit peu plus virulent durant le XXe siècle. On en reparlera à un auteur que j'affectionne particulièrement. Mais donc, un des concepts qu'il y a dans la pensée technocritique, c'est de constater que notre société et tous les individus qui composent cette société recherchent de manière absolue l'efficacité maximale dans toute chose. Et c'est un dogme que nous avons tous. Et à la limite, c'est OK, c'est pas grave. Mais cet aspect-là des choses, ça a été décrit dans les années 50 par un gars qui s'appelle Jacques Ellul, je vais vous montrer une photo de lui tout à l'heure. C'est transposable mot à mot à ce que nous voyons aujourd'hui. Je veux un iPhone parce que c'est fluide, c'est super facile, ça se connecte avec mon bazar, et on veut tout le temps de l'efficacité pour que ça tourne, pour que ça aille bien, etc., etc., etc. Jacques Ellul, professeur de droit bordelais, qui a beaucoup réfléchi, théologien, donc il a aussi quelques aspects un peu critiquables dans son radicalisme à certains égards. Il détestait la voiture, il n'a jamais touché une voiture de sa vie, donc voilà, mais bon, il y a du bon et du moins bon dans chacun de nous. Je vous prends les exemples bons. Donc lui, il va théoriser un peu cette technocritique de manière assez radicale, et je trouve que parce qu'elle est radicale, elle est intéressante, notamment parce qu'elle est d'actualité. Il considère que la technique est autonome et elle devient systémique. Et donc, c'est dans un système qui est la société que nous vivons tous, et donc elle est un peu partout.
Il explique en réalité aussi pourquoi est-ce qu'on a cette approche technocritique, c'est qu'on va désacraliser le naturel et on va sacraliser la technique. Ça devient un dogme, une religion, la technique, l'efficacité devient une religion. Et donc, on perd, parce que ça devient une religion et un dogme, une capacité de critiquer de manière rationnelle et libre la technique. Et on en revient donc avec une espèce de ritournelle. Années 50, 60, saut dans le présent, Tariq Krim, français, bien connu dans le secteur du cloud français à l'époque, ça fait 30 ans qu'il est dans la tech, et il a été au Conseil du numérique en France, des newsletters très intéressantes, Cybernetica, et il écrit, et c'est la phrase en gras qui m'intéresse, derrière chaque génération de texte avec de l'intelligence artificielle, il y a une négation implicite. Nous ne sommes pas assez. Tiens, la recherche d'efficacité maximale, on écrit, on n'est pas assez, donc on va utiliser l'IA pour... Vous avez compris. Donc, il faut un peu voir cet aspect-là maintenant sous l'angle, mais ok, ça c'était avant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme technique ou le technosolutionnisme. Et donc, c'est une solution technologique à n'importe quel problème sociétal donné. Problème, solution technique. Problème X, solution technique, etc., etc., etc. Ça a été un petit peu conceptualisé par un auteur américain d'origine biélorusse, Evgeny Morozov, qui va considérer que si ça... Enfin, en tout cas, il décrit ce phénomène de technosolutionnisme en disant « si ça peut se faire, il faut le faire ». En gros, peu importe les besoins, mais c'est un peu comme les licences copilotes qu'on a entendu il y a un moment donné. L'IA arrive, on va prendre des licences copilotes pour tout le monde dans l'entreprise et on sera tip-top nickel. Peu importe si on en a besoin, c'est pas grave, je veux mettre de l'IA, j'en mets, on y va, ok. Pas nécessairement la bonne façon de faire. Le technosolutionnisme aussi induit l'illusion que la technologie va tout régler. Et je pense qu'on peut aussi critiquer ou en tout cas remettre en question ou challenger ce postulat. Et donc, ce technosolutionnisme ou ce solutionnisme technologique a pour objectif de transformer chacun des problèmes en défis techniques. Et ça marche très bien, le technosolutionnisme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça offre, et j'adore cette citation de Benjamin Pajot, ça offre un répertoire d'actions immédiates à la portée de décideurs publics sous la pression permanente du résultat et du temps court de la communication politique. Quand on a des mandats de 5 ans, comme la majorité des démocraties européennes, bah évidemment, avoir des quick wins comme ça et mettre de la technologie par-ci, par-là pour régler des problèmes, Covid, on va faire des safety kits, c'est bien. Et donc, technosolutionnisme, ça fonctionne parce qu'en réalité aussi, les politiques en ont une utilisation assez facilitée. Alors, l'IA amplifie le technosolutionnisme, on va en mettre partout, je vous l'ai dit, on ne discute pas du pourquoi, mais du comment, donc on ne se tracasse pas de savoir quel est le problème qu'on résout en mettant de l'IA, mais plutôt comment est-ce qu'on va mettre de l'IA. Est-ce qu'on prend une licence X, Y, Z, peu importe, on y va. Et donc, de nouveau, dans cette logique d'efficacité, on veut optimiser le système sans nécessairement le questionner. On rajoute des couches, et des couches, et des couches, et des couches, sans te dire tout compte fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'aime bien, je trouve que ça claque, mettre ça comme ça. Gilles Crouch, de nouveau un anthropologue du digital. Ce n'est pas la technologie qui résout les problèmes, ce sont les humains. Et je pense qu'il faut un petit peu aussi se rappeler de cet aspect-là. Je prends un exemple, vous reconnaissez Charlie Chaplin dans le film Les temps modernes, vers une organisation efficace. Le taylorisme du début des années 1900, qui était donc la décomposition des tâches pour augmenter l'efficacité, on est encore en plein dedans par rapport à cette notion de solutionnisme. L'idée à l'époque, c'est qu'on avait des ouvriers qui étaient soit inefficaces, ou pas assez efficaces plutôt, ou alors trop chers parce que trop spécialisés. Et donc on s'est dit, et c'était l'or, on va décomposer les tâches, comme ça on va, entre guillemets, baisser le niveau de formation des salariés et on pourra aller en chercher de la main-d'œuvre beaucoup de meilleur marché. Et ensuite c'est rentré dans les usines de chez Ford, etc., etc., etc. On arrive donc d'un aspect d'autonomie de l'ouvrier qui va donc faire sur base de ses propres règles, utiliser sa clé à molette d'une certaine manière, etc., etc., à de l'automation, suivre les règles qui sont imposées. Je vous laisse faire le parallèle rapidement dans votre tête
avec ce qui est en train de se passer au niveau de l'IA générative et des cols blancs, comme on les appelle, où on a d'ailleurs certains philosophes qui considèrent qu'il y a une certaine prolétarisation du savoir, et donc c'est le capitalisme cognitif, etc., etc., etc. Mais, et j'adore citer Alfred Sauvy, qui dit « Ne vous plaignez pas du progrès technique qui détruise de l'emploi, il est fait pour ça ». Et donc on est de nouveau dans cette boucle d'efficacité, etc. Alors, deux ressources. Matteo Pasqualini qui a écrit sur l'histoire de ce que je viens de vous expliquer entre le taylorisme et l'IA, hyper intéressant, neutre politiquement, en anglais, mais ça vaut la peine. Carbonell, plus récent, plus facile à lire, plus orienté politiquement, mais aussi une vision qui est intéressante et qui questionne certaines de nos croyances. J'avais posé cette question au début, et donc vous comprenez évidemment que la réponse que je vais donner à cette question, c'est de dire ben non, la technologie n'est pas neutre, pas du tout. Parce que d'abord, il y a cette valeur latente qui est de dire la technologie égale efficacité. Et donc, il y a déjà un parti pris. La technologie égale efficacité. Un autre aspect qui est évidemment invisible pour nous, utilisateurs, c'est le financement. Toutes ces technologies sont financées et donc il y a une orientation des financements au travers des choix qui sont faits pour telle et telle technologie. Je n'ai pas mon téléphone sur moi, il est là, mais Internet, les GPS, tout ce que vous voulez, c'était des mecs en treillis, dans le Pentagone ou je ne sais pas où, qui se sont dit tiens, on va faire quelque chose pour faire ceci ou pour cela. La majorité des technologies qu'on utilise ont une origine militaire. C'est-à-dire qu'il y avait un dessein, un objectif qui était pris au moment du financement. Et donc quand on va dans une direction, on décide de ne pas aller dans une autre direction. Et donc il y a déjà une orientation. Il y a déjà un parti pris au niveau du financement et donc de nouveau une absence de neutralité. Des changements plus ou moins inconscients également. Regardez le secteur bancaire. On avait les bonnes vieilles agences avec le bon vieux fonctionnaire ou la bonne vieille fonctionnaire, c'est pas gentil de dire ça, pardon, avec des employés qui servaient le client. Et puis on s'est dit, tiens, on va mettre un distributeur automatique de billets, comme ça les gens peuvent aller chercher 24/7 des billets de banque. Ah ouais, c'est super, c'est plus efficace, etc., etc. Et puis maintenant, je vous laisse faire le raisonnement, on pleure parce qu'on n'a plus de distributeur de billets, on n'a plus d'agence. Quand on téléphone à quelqu'un, après 10 minutes dans un truc là qui s'appelle, je ne sais pas comment, le labyrinthe de certaines banques, et cette personne-là va vous dire avec la bouche en cœur à travers le téléphone, ben vous prenez votre application et vous appuyez, oui mais je viens de le faire, ça ne marche pas, et donc on a un changement aussi qui est complètement inconscient ou conscient par rapport à l'environnement technologique qu'il y a sur notre société. Dernier aspect, notre rapport au monde. On est tous OK pour utiliser la technologie librement, mais on ne sait pas faire semblant ou l'ignorer. Les routes qui sont là en face, elles sont là, si je suis à vélo et que je ne veux pas utiliser la voiture, je dois quand même, à un moment donné, et d'ailleurs, pour les Liégeois, vous voyez qu'ils sont en train de refaire une belle piste cyclable, parce qu'il y a des infrastructures qui existent et qui sont présentes. Donc on ne sait pas ignorer la technologie, à moins de vivre comme un ermite dans le fin fond de je ne sais où, ce n'est pas possible. Et donc on ne peut pas considérer que la technologie est neutre. Et ça, il faut le savoir pour ensuite penser la technologie. Je reprends le fil. La technologie n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce qu'elle cristallise des choix à la conception. Je vous l'ai dit, qui décide, comment est-ce qu'on finance, etc., etc. Je n'ai pas parlé de la fabrication, mais vous imaginez bien que quand on construit une voiture, il y a tout un système, pour reprendre les termes de Ellul, pétrochimie pour l'essence, chimie pour la peinture, métallurgie pour la carrosserie, etc., etc., etc. Et donc, on rentre aussi dans une complexification à cet égard. Et puis, dans l'utilisation, quel comportement est privilégié, quel comportement est entravé, consommer des contenus sur les réseaux sociaux, et vous comprendrez ce que je veux dire. Même chose, pour aller plus loin, La baleine réacteur, Langdon Winner, 1986, toujours d'actualité, ça a été réédité en français, très très bon livre. Evgeny Morozov sur le solutionnisme technologique et Anna Damasio sur l'aspect neutralité de la technologie. Petite anecdote, Anna Damasio n'a pas de téléphone portable, donc il est cohérent avec ses convictions. Et le livre est assez sympa parce que ce sont des petits récits, donc c'est chouette. Du coup, la bien-pensance pose parfois cette question qui est de dire dans quelle société voulons-nous évoluer. Oui, avec tout ça, en fait, on se rend compte que c'est assez compliqué, mais dans quelle société voulons-nous évoluer ?
Alors, je n'aurai pas le temps de vous expliquer ce point-là. J'ai écrit un papier il y a quelques mois, quelques semaines, peu importe, disponible sur mon site. Donc, vous irez le lire si vous voulez. En gros, j'essaie de décortiquer c'est qui le nous qui peuvent décider, qu'est-ce qu'on peut le faire, qu'est-ce qu'on peut décider, pardon, pourquoi est-ce qu'on peut poser une telle question et qui peut vraiment décider. Et j'ai une quinzaine de pages, je vous essaie un peu de balayer les raisons sur lesquelles je pense que cette question est une idée que l'on considère souvent comme un objet réel alors qu'elle n'est qu'une idée régulatrice. Donc de nouveau, c'est quelque chose pour se faire gargariser. Et on en revient alors à ce que Carbonell disait tout à l'heure, l'éthique est un instrument au service de l'IA pour la rendre acceptable. Dernier point, comment naviguer? Alors vous voyez que j'ai été très inspiré, j'ai navigué bateau sur une mer calme. Vous êtes prêts? Grosse inspiration, une carte. On reste dans la métaphore. Donc comment naviguer? L'idée donc, c'est de se dire, ok, avec tout ça, Florian, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a le piège des fausses alternatives. C'est un piège, donc il ne faut pas tomber dedans. C'est tout refuser. Quand même quelques opportunités qu'on risque de manquer. Donc il ne faut pas être réfractaire, il ne faut pas être technophobe, mais tout refuser n'est pas la solution. Tout adopter de manière acritique, c'est-à-dire sans critique et sans réflexion, pas non plus super une bonne idée. On va perdre des libertés ou on va subir certaines choses. Donc, prudence par rapport à ça. Tout réguler, Geoffrey vous a fait un exposé magistral sur le règlement sur l'intelligence artificielle. On vous l'a dit, est-ce que ça réduit l'innovation ou est-ce que ça l'augmente? Il y a parfois des normes inadéquates. Je suis avocat et donc, à côté de faire des belles slides avec des cartes et des bateaux, je fais aussi du droit et j'ai le sentiment aussi que parfois certaines normes sont inadéquates à certaines situations. Ça arrive. Le régulateur peut se tromper ou peut ne pas comprendre comment réguler. Alors, il y a un quatrième truc qui m'est venu à l'esprit quand je préparais ce slide, c'est aussi la perception qu'on peut avoir par rapport à un marché, de se dire, ok, si je refuse d'utiliser une technologie, il y a quelque chose parfois qui est viscéral et qui vient du fait de cette recherche d'efficacité qui est devenue une espèce de religion, un dogme au sein de tous, c'est de se dire, mais je risque d'offrir un avantage à un concurrent. Si moi je ne le prends pas et que lui le prend, et je vais être peut-être plus lent, etc., 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 c'est une question qui se pose. On peut perdre le contrôle de son activité ou se placer en position d'infériorité. C'est d'ailleurs un petit peu le narratif qu'on entend régulièrement. Montez dans le train de l'IA parce que le train de l'IA, il part sans vous et vous allez rester OK, grosso modo. Je balance. Je vous laisse après gérer. Et donc, Sama Karaki nous dit « Je ne pense pas que ce soit en sachant que nous sommes biaisés que nous pouvons résoudre les biais. Pour les modifier, il nous faut acquérir une autre lecture. » Et c'est un peu ça que j'essaye de vous faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner des outils pour faire une autre lecture de notre environnement technologique. Et donc, pour rester dans la métaphore de la navigation, la direction, une boussole, facile. Et donc, naviguer, c'est d'abord savoir où l'on veut aller. OK, comment savoir où l'on veut aller? Je vous propose 3 balises, qui est la première, détecter le solutionnisme. D'abord, se rendre compte, c'est quoi le problème? On est en train de parler de technologie, mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Donc on va cadrer ce problème. Une fois qu'on l'a bien cadré, pas toujours évident, on va identifier la réelle cause, la cause profonde. Le problème, il a une ou plusieurs causes. OK, est-ce que c'est bien la cause profonde ou est-ce que ce n'est pas la conséquence d'une cause encore plus profonde? Un exercice. Et puis une fois qu'on a identifié tous ces aspects-là, il y a une certaine forme de débat qu'on devrait avoir et qu'on évite d'avoir ou qu'on n'a pas le temps d'avoir, mais qu'il faut avoir, je pense, c'est de se dire, est-ce que la technologie est une solution aux problèmes rencontrés? Et problème peut avoir un S. Première étape, une balise. Deuxième balise, ce personnage austère qui vous regarde est Bernard Stiegler, un Français qui est malheureusement décédé en 2020, grand philosophe de la technique que je découvre avec beaucoup de passion, qui a mobilisé un concept qui s'appelle le pharmacon technologique. Alors le pharmacon, c'est emprunté du Phèdre de Platon, donc là ça vous place il y a très 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 longtemps, et
qui a été mobilisé par Jacques Derrida, un philosophe que vous connaissez certainement, qui a été le patron de thèse de Bernard Stiegler, comme ça la boucle est bouclée. Et le pharmacotechnologique, c'est un concept de Bernard Stiegler qui dit que la technologie, c'est le remède et le poison. C'est les deux en même temps. Ça veut dire que la technologie, on doit reconnaître en elle l'ambivalence. Rien n'est parfait. Tout est nuancé. Ça nous fait du bien de le dire en 2025, je pense. Et donc, dans cette manière d'avancer dans les technologies, vous allez devoir accepter cette complexité. Et c'est OK, mais il faut la percevoir, la reconnaître, et puis ensuite on l'accepte. Un exemple, parce que c'est vraiment, enfin 3 exemples, mais c'est vraiment un concept que j'apprécie énormément et qui, justement, vient mettre de la nuance là où il en manque parfois. Premier exemple, l'écriture, c'est ce qu'on retrouve dans le Phèdre de Platon, qui est l'écriture est un remède génial contre la transmission de savoir, mais un poison catastrophique par rapport à l'utilisation de sa mémoire. Et c'est un sujet qui était sur la table, si je peux dire, à l'époque de Platon. Alors, je fais le parallèle avec les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Qui connaît encore des numéros de GSM, à la limite, on connaît celui de ses parents, de sa femme, de son fils, peu importe, mais on a un téléphone, on a complètement oublié les numéros de téléphone. Avant, on en connaissait 10, maintenant, on en connaît 3. Donc, on a cet aspect-là qui est quand même en train aussi aujourd'hui d'être visibilisé. Les GPS, même chose. Il y a des gens qui ne savent plus se déplacer dans leur propre ville sans GPS, ce qui est hallucinant à mon sens, mais ça, c'est une autre question. Et voilà les exemples nucléaires, réseaux sociaux. Vous avez à chaque fois un remède à un problème, mais aussi un poison qui est un défaut par rapport à cette technologie. Et évidemment, on peut faire le même raisonnement sur l'IA générative notamment, ou l'IA de manière générale. C'est un remède pour certaines choses, mais c'est un poison. Et il faut savoir, je pense, faire et trouver l'équilibre. Et puis, dernière balise, une fois que vous avez, entre guillemets, brossé les lignes de tout ça, Richard Susskind, un Anglais, alors je ne sais pas ce qu'il est, mais on va dire que c'est un penseur. Il a fait une thèse en informatique dans les années 80 sur l'IA, donc il doit être informaticien, qui a mobilisé le concept de myopie technologique, qui je trouve être intéressant aussi. Et donc, myopie technologique, c'est en réalité le fait de projeter les défauts actuels d'une technologie dans le futur. C'est-à-dire, aujourd'hui, si j'utilise cette technologie-là dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, elle aura ces défauts-là, etc., etc. Et donc, du coup, on va biaiser aussi son analyse par rapport à l'utilisation d'une technologie. Et donc, pharmacon, remède, poison, oui, mais est-ce que le poison sera toujours le même dans 5 ans? Peut-être pas s'il y a une évolution technologique. Et donc, il faut, ça c'est ce que c'est, il faut corriger ces projections et essayer, à tout le moins, de distinguer le progrès technique qui va peut-être corriger et qui va transformer le poison en remède, peut-être à plus forte raison, et aussi peut-être se dire, tiens, et Geoffrey vous l'a montré tout à l'heure, la décision politique qui va peut-être interdire une technologie. Et donc là, il y a aussi un arbitrage à faire qui nous permet de naviguer dans ces eaux mouvantes, troubles, vous choisissez, pour pouvoir penser son utilisation de la technologie. Et je vous dis merci. 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 Alors, je vois déjà qu'il y a une question là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de révolution industrielle au début du siècle. Ouais. Maintenant, on est dans une révolution plutôt AI et aussi robotique. Mm-hmm. Donc, je voulais savoir si ça va induire une richesse, ça va produire une richesse encore plus qu'avant, toute cette nouvelle technologie. Et je voulais savoir qui va en bénéficier. Est-ce que ça va rester à ceux qui ont créé justement les machines, les ordinateurs? Parce qu'à un moment donné, on est des consommateurs. À un moment donné, si on n'a plus d'argent, qu'on n'a plus de travail, ils vont tomber aussi à l'eau. Parce qu'à un moment donné, si nous, on ne consomme plus, eux, ça sert à quoi de produire? Donc, ou alors, on partage cette richesse en faisant don, un truc artificiel. Et apparemment, ici, il y a un riche, une personne qui est un peu, c'est Sadhguru qui est dit en même temps, s'il y a l'IA qui vient, ça nous enlève le moment, enfin, on ne réfléchit plus, on n'a plus besoin de réfléchir.
et on ne doit plus travailler, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il dit simplement, on vit simplement. On n'a plus besoin de travailler ni de réfléchir. Donc, on vit simplement. Voilà. Je voulais savoir ce que tu en penses. Très bien. Bon, j'en pense beaucoup de choses. La première, c'est que la notion de révolution, à ma connaissance, toute personne qui vit une révolution ne va jamais la qualifier comme telle. Donc, on verra, en fait, dans 5, 10, 15 ans, si c'est une révolution. Parce que là, il se passe un truc, parce que c'est une révolution. J'ai fait des cryptos, on a dit que c'était la révolution. J'attends toujours. Donc, soyons prudents avec les mots qu'on utilise et ne faisons peut-être pas trop d'engouement, de hype, par rapport à certains phénomènes. Première chose. Deuxième chose, et là je remobilise un auteur que je n'ai pas présenté, qui avait une grande barbe, qui s'appelle Karl Marx, qui disait justement que le progrès technique allait libérer les ouvriers des usines. Et on allait gagner du temps, etc. etc. Ce n'est pas ce qui s'est passé malheureusement. Et donc effectivement, ce que vous dites, c'est, en fait, si demain, on vient capter toute une série de choses et qu'on retire le travail à toute une série de personnes, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre. Alors, est-ce qu'on va retirer le travail à toutes les autres personnes? Je serai aussi plus nuancé. Il y a un concept de création destructrice, qui est de dire, en fait, les métiers qui disparaissent aujourd'hui vont créer des nouveaux métiers de demain. Les raisons qui font disparaître les métiers d'aujourd'hui font créer des nouveaux métiers de demain. Dans l'article que j'ai écrit et que je vous invitais à consulter, on parle des porteurs d'eau ou des allumeurs de réverbères. Cet exemple un peu basique et facile. Mais OK, on a mis de l'électricité dans des ampoules. Les mecs ne venaient plus allumer avec un briquet. Et encore, ça n'existe peut-être même pas le briquet en tant que tel, mais peu importe. Et donc, on a commencé à évoluer. Alors, je n'ai pas la solution et je pense que personne ne l'a. Parce que si on l'a, c'est qu'on sait déjà comment ça va se passer, on le ferait. Donc il y a un côté un petit peu empirique, expérimental de la situation, et c'est d'autant plus important de se poser les questions pour se dire, OK, mais comment je pilote les trucs, comment je navigue? Et alors, on a la dernière partie de votre question, vivre. Alors moi, j'ai la profonde conviction, qui est peut-être un parti pris que je veux bien challenger, mais vivre fait partie, enfin nous sommes dans un système, une société, et le travail notamment, fait partie de notre manière de vivre. Si du jour au lendemain, on dit à tout le monde, vous arrêtez de travailler, ou entre guillemets de manière progressive, il y a des mecs qui sont en train de réfléchir à la manière dont on va occuper les cerveaux inoccupés. En donnant un revenu universel, alors je ne sais pas très bien comment ils vont le financer, ils ont déjà du mal à financer les pensions, donc, et en vous foutant un casque virtuel sur la tronche pour vous occuper toute la journée, dopé maintenant à l'IA, pour vous donner du contenu qui va vous garder en haleine, parce qu'en fait, la recommandation algorithmique va vous... Un peu le film Wall-E. Un peu le film Wall-E, un peu Aldous Huxley, le meilleur des... Enfin, je ne sais pas qui a vraiment envie de ce monde-là, objectivement parlant. À part les mecs au-dessus de la pyramide qui ramassent les billets et qui, d'ailleurs, à un moment donné, vont péter une case, parce que, je ne sais pas, enfin, des Peter Thiel et tous ces gars-là, je ne sais pas, voilà. Donc, voilà ma réponse. Elle est insatisfaisante de base parce qu'en réalité, pas insatisfaisante. J'espère que j'ai quand même un petit peu répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, là-bas au-dessus, Seb, on t'envoie tout au-dessus. Non, on va prendre pour la caméra, c'est pas mal d'avoir le son. Vous disiez défendre ici en tant qu'avocat et vous occuper des lois. Est-ce que vous avez déjà dû faire face du coup à des conflits? Et généralement, à ces conflits, j'imagine qu'il y a des textes, des lois. Est-ce que la régulation ici des textes IA, vous vous basez sur ces textes du coup par rapport à ces conflits qui peuvent avoir lieu? Ouais, alors le champ d'application est relativement récent. Donc sur le règlement sur l'intelligence artificielle, il y a une toute petite partie qui vient d'entrer en vigueur en février 2025, un autre petit bouquet qui sont les pratiques interdites en août 2025. Donc il n'y a pas encore vraiment de conflit qui permettent de mobiliser ces textes. Par contre, il y a quand même un élément sur lequel je pense, et je rebondis, c'est qu'en fait, dans le règlement sur l'intelligence artificielle, on a interdit toute une série de pratiques, vous l'avez entendu, biométrie, surveillance caméra, etc., etc. Et avant même que ce règlement entre en vigueur, la ville de Paris, notamment pour les JO, avait dit « moi, je vais invoquer l'exception qui est présente dans le texte pour pouvoir mobiliser ces surveillances ». Et donc, pendant les JO, on a eu des drones, etc. Et donc, à mon avis, on va commencer à avoir des litiges par rapport aux exceptions que les États se sont auto-créées
Puisqu'en fait, et ça je le dis de manière tout à fait singulière, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'en 2025, en Europe, on a dû avoir un règlement européen qui nous interdise de faire du crédit social ou de la biométrie. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on a un arsenal juridique qui est déjà existant qui empêche de faire ça. Et on a été mettre un règlement sur l'IA qui vient vous dire vous ne pouvez pas le faire. Vous, petit citoyen ou petite entreprise privée, mais il y a une exception. C'est l'État qui pourra, lui, s'il veut, pour défendre je ne sais quel principe de précaution, etc. Et donc là, on vient grignoter de manière effrénée nos libertés. Et donc, sur cette réglementation, en fait, on revient aux libertés fondamentales des individus, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, etc., etc. Et donc, on va très certainement avoir des litiges par des citoyens ou des groupes de citoyens qui vont mobiliser les instruments internationaux et de dire « stop, ça va trop loin ». Mais aujourd'hui, il n'y en a pas encore sur cet aspect-là. Il y en a plein d'autres, très intéressants, mais sur l'IA en tant que telle, pure et dure, pas encore. Il y a une affaire qui est très intéressante en termes de droits d'auteur notamment, puisqu'il y a toute une problématique d'entraînement des modèles sur des données qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas été autorisées. Il y a une entreprise qui a cité Google, il y a un litige, peu importe, qui est devant la Cour de justice de l'Union européenne, où on a posé une question préjudicielle sur justement toute cette partie-là, et c'est très intéressant, avec un parallèle qu'on peut faire avec les États-Unis, où Anthropic a quand même été, pour le moment, condamné à 1,5 milliard pour indemniser toute une série d'auteurs d'ouvrages qui a entraîné le modèle. Donc on voit qu'il y a quand même aussi, pour le moment aussi, des rééquilibrages qui sont en train de se faire dans ce secteur-là. Ok, merci beaucoup. Je regarde une dernière fois le public pour voir si... Il y a une question là-bas. Sébastien. Le micro, vous pouvez l'envoyer au 1, 2, 3, 4e rang. Au 4e rang, au milieu. Ah ben il y a 2 questions. Ah, bon, il y a encore 2 questions. Ça remonte, désolé. Désolé pour la personne qui avait... Non, il y a une question ici en bas, mais s'il y en a une là en haut, je ne sais pas. Il y avait une question là-bas ou pas? À mon avis, on repasse le micro vers le bas. Non, par là. C'est le téléphone arabe. Que monsieur, peut-être vous pouvez lever la main, comme ça on vous identifie. Oui, voilà, ce serait plus simple en fait. Bien vu. Merci. Moi j'ai une question par rapport à l'éthique. Est-ce que vous pensez que l'éthique, c'est plutôt un frein à l'innovation ou plutôt une opportunité pour l'Europe de développer sa propre technologie indépendante des Américains? J'y réponds d'une certaine manière dans l'article, donc je suis très courageux aujourd'hui, hein, je n'arrête pas de renvoyer, mais non, plus sérieusement, c'est un frein, on en revient à la question, parce qu'en fait la réglementation qui est prise est inspirée de certaines valeurs, et donc d'une certaine manière, c'est de l'éthique, c'est bon ou c'est mauvais. L'éthique, c'est ce qu'on devrait faire, la conformité, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, est-ce que c'est un frein pour l'innovation ? Je ne pense pas, parce que la réponse est un peu la même que celle de Geoffrey. Par contre, c'est un élément distinguant dans l'environnement technologique non régulé de manière mondiale, où là, chez les Européens, il y a des valeurs qui sont inscrites. Et je pense, et ça c'est une carte blanche que j'ai faite dans l'Écho il y a 6-7 mois, mais peu importe, qu'il y a une prise de conscience européenne qui est en train de se faire au niveau géopolitique, parce qu'on se rend compte qu'on s'est fait berner par tous ces acteurs américains. Tous les standards technologiques qu'on pensait qui étaient super performants, les Microsoft et compagnie, c'est du pipeau. Le procureur de la Cour pénale internationale s'est fait couper ses comptes Microsoft parce qu'ils sont en train de faire une procédure dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et donc Trump a fait comme ça, et on vient couper les accès d'un procureur d'une Cour pénale internationale. Ce qui s'est passé au Danemark d'ailleurs avec les institutions publiques. Les exemples s'accumulent. Audition au Sénat le 10 juin 2025 par le directeur juridique de Microsoft sur l'hébergement des données de santé dans le cadre des contrats qui sont passés. Dans le blanc des yeux, on lui demande est-ce que vous savez garantir que Microsoft ne fera pas droit aux demandes de consultation des données dans le cadre du respect de la réglementation. Le gars dit non, je ne peux pas vous le garantir. Les Américains vont rentrer dans vos données et personne ne le saura. Et ça, il y a une prise de conscience. Alors, les big spécialistes vont vous dire oui, mais ça fait 10 ans que je vous le dis. Ouais, okay. Mais depuis Trump et depuis ce qu'il est en train de faire réellement de manière affichée, parce que Edward Snowden, c'est pas du pipeau, hein, donc il y a déjà eu des cataclysmes. Mais ce qui est en train de se passer donne effectivement une conscience, et alors donc l'éthique n'est peut-être pas un frein ou un levier d'innovation, mais par contre,
un caractère distinguant au niveau de la compétition. Et c'est là où un prestataire européen qui va respecter toute une série de valeurs et donc de faire un produit éthiquement compatible, même si je trouve que le terme est galvaudé, va se distinguer. Voilà ma réponse en condensé. Merci. Eh bien, je propose qu'on reste là-dessus. Merci pour toutes ces citations qui étaient bien construites et qui amenaient un débat finalement entre nous. Et pour terminer peut-être sur ce concept de poison et de remède, finalement, est-ce que ce ne serait pas la dose qui fait le poison? La question reste ouverte. Merci beaucoup, Florian, et à bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé au Café Numérique. On se donne rendez-vous dans un peu plus d'un mois parce que ce ne sera pas le premier lundi du mois pour le mois de décembre. Mais par contre, on vous tease un petit peu. On aura l'occasion de recevoir quelqu'un qui a eu pas mal d'impact, qui est très connu, notamment dans le milieu médiatique en France. On aura la chance de le recevoir ici à Liège. Et vous risquez pas d'être déçus. Et en janvier, pareil, on reçoit aussi un grand philosophe en janvier qui aura beaucoup de choses à vous partager. Voilà, bonne soirée, à bientôt.